Bonjour à tous et toutes. Donc, effectivement, on va parler de Performance Max. On va voir pourquoi c'est une boîte noire et ce qu'on peut faire pour réduire cet aspect boîte noire. Performance Max, c'est une typologie de campagne que Google a lancée fin 2021. Juste pour avoir une idée, la plupart des gens ici sont quand même assez orientés SEA, j'imagine, si vous êtes là. OK. Et donc, ils l'ont lancé fin 2021. L'idée de cette campagne, c'est d'avoir une campagne qui est vraiment full automatisée, où on a beaucoup moins la main qu'auparavant. Et surtout, avoir une campagne qui comprend l'intégralité des différents réseaux Google sur lesquels on va pouvoir ainsi diffuser sans forcément avoir besoin de segmenter toutes ces campagnes. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur Google Ads avant Performance Max. Comment fonctionnait Google Ads et qu'est-ce que ça représentait pour les annonceurs. On va ensuite voir quelles sont les nouvelles problématiques que Performance Max présente pour les annonceurs, pourquoi c'est un challenge, pourquoi il y a cet aspect boîte noire et aussi pourquoi Google a lancé cette nouvelle typologie de campagne. Ensuite, on va revenir plus en détail sur comment on peut chercher à maîtriser Performance Max, comment on va comprendre ce qui se passe dans nos campagnes pour réduire cet aspect boîte noire. Et avec cette compréhension de nos campagnes, on va pouvoir mettre en place différents tests de structure de compte pour optimiser nos résultats en fonction de ça. Et dans un dernier temps, on va voir ce que ça implique pour le métier de SEA, comment il va falloir repenser notre métier pour pouvoir avancer avec cette typologie de campagne et toute cette tendance à l'automatisation qui va faire que ça accélérer de la part de Google. Donc, un petit mot sur moi auparavant. Je suis Jonas Malka, je suis freelance SEA spécialisé principalement sur le search. J'ai travaillé pendant 7 ans chez l'annonceur avant ça. Tout d'abord chez Legal Start où je gérais près de 400 000 € par mois de budget sur le search. Et ensuite chez News Optics en tant que Head of Acquisition où là je gérais l'intégralité des canaux et où j'ai dû notamment gérer la transition entre les campagnes Smart Shopping et Performance Max. Donc, Google Ads avant Performance Max. Aux origines, on avait un réseau égale une typologie de campagne. C'était relativement simple. Donc, on avait des campagnes de search pour diffuser sur le réseau de recherche de façon très simple. Vous rentriez des mots-clés que vous souhaitiez cibler. Vous allez ensuite diffuser vos annonces en haut ou en bas des résultats de recherche lorsque un internaute allait taper ces résultats-là. Ensuite, vous aviez le réseau shopping, où là, pareil, vous aviez d'abord des campagnes shopping. Vous rentrez votre flux de produits et vous apparaissez sur les mots-clés qui sont censés correspondre à vos produits. Vous aviez des campagnes de display, où là, plutôt que de fonctionner par un ciblage par mots-clés, on allait fonctionner sur un ciblage par audience ou par emplacement. On allait diffuser sur tout le réseau display. Et enfin, le réseau vidéo, où un peu de la même façon que pour le display, on allait soit fonctionner par audience, soit par emplacement, pour chercher à cibler ce réseau-là. Et donc, chaque campagne avait son réseau qui lui était attribué, sachant qu'il y avait aussi effectivement Discover ou Gmail, par exemple. Et c'était très clair et très précis pour les annonceurs. Et avant Performance Max, on a eu une première étape où on a eu cette étape intermédiaire des campagnes Smart, avec notamment l'introduction de Smart Shopping, qui se faisait en parallèle, qui cohabitait en parallèle des campagnes shopping, c'est-à-dire que vous aviez vos campagnes shopping classiques que vous pouviez gérer de la façon que vous souhaitiez, ou vos campagnes Smart Shopping. Très souvent, les annonceurs avaient quand même tendance à adopter rapidement Smart Shopping, parce que à la fois, c'était beaucoup plus simple en termes de gestion quotidienne, et en même temps, on s'apercevait que les résultats étaient souvent meilleurs. Maintenant, les différences entre Smart Shopping et Shopping classique, c'était Smart Shopping combiné aussi bien des emplacements shopping que du display en remarketing, avec aussi les réseaux Gmail et YouTube. Ce dont on n'avait pas de visibilité sur les termes de recherche qu'on diffusait en Smart Shopping, contrairement au shopping classique où vous pouviez voir sur quel terme de recherche vous alliez diffuser et que vous alliez pouvoir exclure pour mieux gérer vos campagnes. Là, on ne savait pas vraiment sur quoi on diffusait et très rapidement, les annonceurs ont eu souvent l'intuition qu'ils diffusaient énormément sur des termes de recherche de marque
ce qui avait tendance en fait à fausser les résultats des campagnes, ou du moins à donner l'impression que les campagnes performaient beaucoup mieux que ce qu'elles performaient réellement, puisque si vous avez 20% de vos dépenses qui sont sur votre marque, c'est logique que vous ayez des résultats plutôt bons. Et souvent, les annonceurs ont eu tendance à vouloir réduire cette diffusion sur la marque. Alors attention, parce que en tant qu'annonceur, on a souvent tendance à diaboliser le fait qu'on diffuse beaucoup sur la marque. Or, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. A priori, on veut même diffuser un maximum sur notre thème de recherche de marque. On aimerait juste en fait avoir une segmentation entre les campagnes de marque et les campagnes hors marque. Et on avait aussi également les campagnes Smart Display pour le réseau display, où là, on avait un ciblage qui était 100% automatique. On n'avait pas du tout la main sur ce qu'on allait rentrer pour le ciblage. On avait une combinaison de prospection et de remarketing. On ne savait pas si on ciblait des clients existants ou si on ciblait des personnes qui ne connaissaient même pas notre marque. Et enfin, on avait quand même la possibilité d'exclure les emplacements sur lesquels on diffusait de façon manuelle, mais il fallait attendre de diffuser dessus pour pouvoir faire ces exclusions-là. Et donc, ça a été l'étape intermédiaire avant l'arrivée de Performance Max en fin 2021, la campagne qui allait les gouverner tous et qui allait diffuser sur l'intégralité des réseaux Google, YouTube, Display, Search, Discovery, Gmail, Maps et Shopping. Et donc, ça représente vraiment un nouveau pic dans la tendance à l'automatisation de Google. Et surtout, c'est une campagne sur laquelle, en tant qu'annonceur, on aura beaucoup moins la main, beaucoup moins de visibilité. Maintenant, pourquoi Google a décidé de lancer cette nouvelle typologie de campagne? Dans un premier temps, c'est pour simplifier le travail des annonceurs en leur offrant un gain de temps dans leur gestion de leur campagne. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas à gérer manuellement tous les emplacements, tous les mots-clés et ainsi de suite, ben forcément, ça va vous prendre beaucoup moins de temps. Mais aussi, pour un nouvel annonceur qui n'a pas forcément de grosses compétences sur Google Ads, ça va être beaucoup plus simple à mettre en place. Juste pour la petite anecdote, en début d'année, je donnais des cours au Digital College de Paris. J'ai donné à mes élèves une étude de cas dans laquelle ils devaient créer une campagne Google Ads. Je leur ai fortement conseillé de faire une campagne de search et je leur ai dit que s'ils ne voulaient pas faire du search, ils devaient justifier pourquoi ils utilisaient une autre typologie de campagne. Je pense qu'il y a plus de la moitié de la classe qui a fait une performance max. C'est à la fois parce que c'est vers ça que Google les a orientés, mais aussi certainement parce qu'en fait, ça leur a pris 20 minutes plutôt que 2 heures de faire une performance max, contrairement à une campagne de search. Au-delà de ça, l'idée, c'est de se présenter comme une solution multitouche. On est c'est-à-dire qu'auparavant, on n'avait pas de souci à travailler en silo les différentes campagnes, mais de plus en plus, on n'arrête pas de dire que il faut cibler les utilisateurs à toutes les étapes du funnel, et notamment en prenant en compte le fait qu'un parcours utilisateur, il n'est pas simple, c'est pas juste il voit une annonce en search, il clique, il achète. Ça peut être le cas, mais souvent, ça va être, il va découvrir votre marque une première fois via du moins vos produits via une vidéo YouTube, puis il va taper le nom du produit sur Google, il va voir votre annonce en shopping. Vous allez remarketer en display et il va finir par convertir en search. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette campagne Performance Max qui a toute cette intelligence dans la campagne, qui va être capable de savoir de comprendre le parcours utilisateur et de savoir le cibler en fonction de ça. Et donc l'idée, ça va être aussi en faisant ça de trouver de nouvelles audiences, parce que du coup, Performance Max, contrairement aux autres campagnes, peut se permettre d'aller chercher des audiences beaucoup plus hautes funnel, et donc de trouver potentiellement des audiences que vous n'auriez pas pensé, vous, à aller cibler. Et ultimement, l'idée, c'est quand même de générer plus de chiffre d'affaires pour les annonceurs. Mais là encore, on parle de la promesse de Google. Et aussi de fournir plus d'insights pour comprendre les campagnes. Alors, je vais revenir un peu plus tard sur les insights, mais globalement, c'est des insights que vous pouvez utiliser pour alimenter vos autres campagnes. Typiquement, notamment sur les nouvelles audiences que vous allez pouvoir cibler. Maintenant, on va voir pourquoi tout n'est pas rose. Pourquoi Performance Max, ça pose des problématiques aux annonceurs qui avaient l'habitude de gérer leurs annonces à la fois. Et donc, pour ça, on va voir en quoi Performance Max, ça présente un nouveau paradigme et la différence entre Google Ads avant Performance Max et après avec les campagnes Performance Max et en quoi parce que globalement,
enfin, je vous dis après Performance Max parce que Performance Max, c'est la première tendance à l'automatisation et on va continuer à aller dans ce sens-là. Donc, auparavant, on avait le choix du réseau de diffusion, c'est-à-dire que ce que je vous disais au début, on pouvait choisir si on préférait aller sur du search, du shopping ou autre. Là, ce ne sera pas le cas. Vous allez devoir vous plier aux exigences de Google et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Google a décidé de créer cette typologie de campagne. C'est-à-dire qu'auparavant, la majorité des annonceurs avaient tendance à délaisser pas mal les campagnes de display, les campagnes YouTube. Ils se focalisaient principalement sur du search et du shopping pour les e-commerçants. En faisant ça, ça permet à Google de faire une offre bundle en fait, de leurs emplacements et de vendre du display et du YouTube avec votre shopping et votre search. Et donc potentiellement de monter les CPC sur ce réseau-là. Auparavant, on avait le choix des emplacements de diffusion. Donc c'est ce que je vous disais, vous lanciez votre campagne YouTube ou display et vous pouviez choisir sur quels emplacements vous vouliez diffuser. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Ensuite, vous aviez la maîtrise du niveau de funnel à cibler. Si vous vouliez faire de la notoriété, vous pouviez très bien créer une campagne YouTube. Si vous vouliez plutôt viser des utilisateurs en bas du funnel, vous alliez focaliser sur le search. Et même au sein d'un réseau, typiquement sur le search, on pouvait décider d'aller cibler des utilisateurs très haut de funnel en étant sur des mots-clés extrêmement génériques et ensuite les nurturer via un livre blanc, via votre CRM, ou alors cibler au contraire des mots-clés tout en bas du funnel pour convertir idéalement dans la journée, par exemple. Maintenant, ce ne sera plus le cas puisque c'est l'utilité de Performance Max qui va cibler l'intégralité du funnel, de la découverte jusqu'à l'achat et jusqu'à la récurrence, et qui va savoir en fait comment transformer un prospect froid en prospect chaud. Auparavant, on avait une maîtrise de la part de remarketing versus la part de prospection. Maintenant, on ne sait plus si on cible des clients ou pas. On pouvait aussi on avait tendance à gérer manuellement nos campagnes de façon assez avancée et de cette façon-là avoir une véritable maîtrise sur ce qu'on pouvait faire. Et on avait un travail d'optimisation continue pour garantir la bonne performance des campagnes. Désormais, Google va savoir à notre place s'il cible des prospects chauds ou froids. Et enfin, le ciblage ne va plus se faire via des emplacements ou des mots-clés. On va se contenter d'indiquer des signaux d'audience que Google va décider de cibler et qui va le faire en fonction des assets créatifs qu'on va lui donner. Donc, en gros, on peut se dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, Google Ads, de façon assez simple, c'était une régie publicitaire où on achetait soit des mots-clés, soit des emplacements. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Maintenant, Google Ads, ça veut se transformer en générateur de clients et de prospects, peu importe l'étape du funnel, et en faisant en sorte que les annonceurs aient une certaine confiance assez aveugle en lui. Donc, le fonctionnement de Performance Max en détail, vu qu'on ne va plus faire de ciblage par emplacement ou par mot-clé, on va renseigner des signaux d'audience pour toucher nos utilisateurs et mettre des assets créatifs qui vont correspondre à ces signaux d'audience en s'assurant d'adapter nos visuels, nos vidéos à nos audiences. Et enfin, on va travailler notre stratégie d'enchère. Maintenant, est-ce que le couple signaux d'audience plus créa, ça rappelle quelque chose à quelqu'un ? En fait, Google va reprendre le modèle de Facebook va Facebookiser son offre en fait, pour qu'on fasse confiance à son algorithme et pour qu'on puisse et pour pouvoir aller chercher des utilisateurs à toutes les étapes du funnel. Donc, vraiment, on peut voir vraiment que Google souhaite challenger Facebook parce que on a une publicité qui va être basée sur les intérêts. On va avoir un format accru de la diffusion des formats shorts qui va correspondre en fait aux stories ou aux réels d'Instagram. Et enfin, on va avoir Google met de plus en plus en avant son fil Discover qui va correspondre en fait au feed Facebook. Ensuite, maintenant, les problèmes que ça pose pour les annonceurs, c'est, comme on se l'est dit, on va avoir une absence de visibilité sur les différents canaux. On ne sait pas si on diffuse sur du shopping, sur du search, sur du display, sur de la vidéo, ce qui peut être assez embêtant quand on n'a pas forcément un budget illimité. On ne va pas non plus savoir si on cible des nouveaux clients ou du remarketing. C'est-à-dire que si vous faites un très bon travail en CRM de convertir vos prospects en clients ou bien de faire revenir vos clients régulièrement, c'est un peu dommage d'avoir
une part de votre budget de 20-30% sur du remarketing, alors que ce serait beaucoup plus intéressant de le dépenser sur de la prospection et de continuer à acquérir des nouveaux clients. Ensuite, on ne saura pas sur quel terme de recherche on diffuse. Donc là encore, il y aura le cas de la marque, notamment. On ne va pas savoir la part de la marque dans nos campagnes. On va avoir très peu d'insights qui vont être exploitables pour l'optimisation des campagnes web. On va avoir des insights très intéressants pour alimenter les autres campagnes, c'est ce que je disais, notamment sur toute cette partie audience. Mais vu qu'on n'a pas la possibilité d'optimiser nous-mêmes les campagnes, Google a peu d'intérêt à nous fournir vraiment tant d'insights que ça. On n'aura pas de possibilité de gestion manuelle des enchères, on sera forcé d'être en smart bidding. De toute façon, ça risque d'être le cas sur l'intégralité des campagnes. Et on aura peu de visibilité sur les performances en détail. On aura accès uniquement aux performances moyennes de la campagne. C'est-à-dire que si vous renseignez 4, 5, 6 signaux d'audience, vous ne saurez pas à quel point les différentes audiences sont performantes. Vous ne saurez pas quelle est l'audience qui va driver beaucoup de CA, quelle est l'audience qui va au contraire ne pas en driver. De la même façon pour vos assets créatifs, vous ne saurez pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et d'une façon plus générale, on risque d'avoir une cannibalisation avec les autres campagnes. Alors Google dit que pour le search, Performance Max n'est pas censé rentrer en conflit avec vos mots-clés exacts. Maintenant, dans la réalité, on n'a pas vraiment de façon de le vérifier. Et cette cannibalisation, ça va amener à une hausse globale des CPC sur Google. Donc l'idée, ça va être de réduire, pour mieux maîtriser Performance Max, d'abord de réduire l'opacité de ces campagnes. Et pour réduire l'opacité de ces campagnes, on va chercher à comprendre l'algorithme. Je reviendrai dessus un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais pour ça, on va mettre en place des scripts de suivi. On va aussi mettre des tableaux de suivi directement dans Google Ads pour comprendre ce qui se passe dans nos campagnes et savoir ce qu'on peut faire pour les améliorer. On va aussi faire un ciblage géographique détaillé, c'est-à-dire que si auparavant, sur vos campagnes de search, shopping ou autres, vous aviez tendance à cibler juste la France, vous avez maintenant tout intérêt à cibler la France, mais aussi toutes les différentes géographies qui sont comprises dans la France, donc les grandes villes et les départements. Comme ça, si vous voyez qu'il y a un département ou une ville sur laquelle vous êtes moins performant pour une raison ou une autre, vous aurez la possibilité de l'exclure de votre ciblage. On va regarder les nombres de jours avant la conversion. C'est-à-dire que de cette façon-là, vous saurez si vous ciblez des prospects plutôt chauds ou froids. Ça va vous permettre, typiquement, si vous voyez que vous ciblez des prospects froids et que vous n'êtes pas forcément content des performances de votre campagne, d'aller chercher des target ROAS peut-être plus élevés pour aller sur des prospects plutôt chauds. Et on va chercher toujours à itérer et à faire un maximum de tests. Donc, je vous parlais des scripts de suivi. Donc, il y a pas mal de scripts qui existent, qui sont publics sur Internet. Si jamais vous voulez vous en trouvez pas, vous pouvez me contacter via LinkedIn je vous en partagerai un. Vous allez le rentrer dans Google Ads et ça va vous donner ensuite accès à un Google Sheets où vous connaîtrez la répartition de vos dépenses par campagne, la répartition des dépenses de votre campagne par canaux. Vous allez savoir combien vous dépensez sur Shopping, sur YouTube, sur le search, et vous connaîtrez, là je vous ai mis les dépenses, mais vous connaîtrez aussi les performances, le nombre de ventes que vous avez réalisées, votre ROAS, et donc de beaucoup mieux gérer ça. On va voir ensuite pourquoi c'est important de connaître ça. On va aussi mettre des tableaux directement dans Google Ads, un tableau de suivi de vos landing pages pour savoir quelle est la diffusion des landing pages, sur quelle landing page vous diffusez. Et suite à ça, vous aurez la possibilité d'exclure toutes les landings que vous estimez non pertinentes. Je suis déjà arrivé sur un compte sur lequel j'ai vu qu'il y avait presque 20% du budget de la campagne Performance Max qui était dépensé entre des pages de CGV, de mentions légales, d'équipes, de missions et autres qui servaient absolument à rien. Juste le fait de les exclure, ça a permis d'améliorer drastiquement les performances de la campagne. Ensuite, on va pouvoir aller aussi chercher à voir les emplacements en display sur lesquels la campagne diffuse. Vous pourrez ensuite demander à votre account manager d'exclure tous les emplacements que vous n'estimez pas pertinents. Donc, au final, on en revient un peu à ce qu'on faisait sur du smart display. Et ensuite, comprendre l'algo, ça veut aussi dire aider l'algorithme à bien fonctionner. On a tendance souvent, nous, en tant qu'annonceurs, à vouloir reprendre du contrôle et à ne pas vouloir forcément faire ce que Google nous incite à faire. Mais au final, c'est souvent ça qui va permettre au mieux de performer. Et surtout, c'est le sens de l'histoire. De toutes les façons, on ne va pas pouvoir convaincre Google de revenir en arrière.
Donc on va chercher vraiment à renseigner des signaux d'audience les plus précis possibles en mettant des assets créatifs adaptés à chacune de nos audiences et en ayant des conversions précises taillées pour chaque audience. Alors, typiquement, si vous êtes un e-commerçant, vous allez vous dire que vous avez une conversion, c'est l'achat, mais dans l'idéal, vous allez être capable de créer différentes conversions pour chaque typologie de produit, par exemple, qui va correspondre à chaque typologie d'audience, et ça va permettre à l'algorithme de beaucoup mieux cibler vos clients, justement. Et donc maintenant, on va voir les tests de structure à mettre en place. Maintenant qu'on va connaître un peu mieux notre diffusion, on va savoir ce qu'on peut faire pour améliorer nos performances. Donc déjà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'avait que de la visibilité sur les moyennes. Donc on va chercher à contrôler les moyennes et à savoir ce qui se passe vraiment dans nos campagnes. Donc pour ça, une façon simple de le faire, c'est d'avoir un signal d'audience égale une campagne. Alors forcément, donc forcément, c'est assez facile à faire si vous avez peu de campagnes. Par contre, quand vous êtes un annonceur qui a beaucoup de campagnes, si vous diffusez sur plusieurs pays, que vous avez plusieurs collections, ça risque de vite devenir une usine à gaz et d'être compliqué à mettre en place. Par contre, si vous avez juste quelques campagnes, les diviser, les scinder par typologie d'audience, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça va vous permettre de mieux lire vos données et de savoir que il y a peut-être certaines audiences qu'il va falloir supprimer et d'autres qu'il va falloir favoriser et sur lesquelles vous allez pouvoir dépenser plus. Ensuite, on va chercher à contrôler la diffusion sur la marque. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une première campagne sur laquelle on va exclure nos termes de recherche de marque et on va mettre un target ROAS plutôt agressif pour aller chercher un maximum de prospection. Et en parallèle de ça, on va mettre une campagne qui va inclure nos termes de recherche de marque et qui aura un TROAS au contraire très ambitieux. Et de cette façon-là, ça va vous garantir de diffuser un maximum sur votre marque. L'avantage de faire ça, c'est que ça va vous permettre à la fois de savoir vos performances de marque et hors marque et de doser à quel point vous voulez diffuser sur votre marque et pas sur votre marque. Par contre, le pendant négatif, c'est que ça va rendre complexe de scaler les campagnes de marque. Souvent, c'est des campagnes qui ont des ROAS plutôt élevés, que vous avez envie de favoriser et que vous avez envie de scale. Vous ne pourrez pas forcément le faire sans cannibaliser la campagne hors marque si vous souhaitez diminuer le target ROAS, par exemple, pour monter la diffusion. Donc là, c'est l'exemple d'un annonceur pour lequel ça a été fait. Et on voit qu'à partir du moment où ça a été mis en place, les conversions ont monté continuellement, alors qu'on a un coût par conversion qui va au contraire diminuer. Donc ça a quand même eu un effet très sain, parce qu'on a pu capitaliser sur le fait d'aller chercher à la fois des nouveaux clients et tout en continuant à monter les dépenses sur la marque. Ensuite, on va chercher à contrôler la diffusion sur les réseaux de diffusion. Donc ça, c'est surtout valable pour les e-commerçants. C'est-à-dire que vous allez pouvoir supprimer tous les assets créatifs. Vous mettez aucun titre, aucune description, aucun visuel, aucune vidéo. Et ça va vous amener en fait à diffuser uniquement sur le réseau shopping. Après, j'ai déjà vu des cas où la diffusion était à 99% sur le réseau shopping et vous aviez 1% en display, mais enfin, c'est quand même très rare. Et de cette façon-là, en fait, vous en revenez à une campagne shopping, tout simplement. Et de l'autre côté, vous pourrez mettre en parallèle une campagne où vous allez pallier votre flux shopping et qui va donc diffuser sur l'intégralité des autres canaux, display, YouTube, search. Maintenant, vous pouvez aussi décider de ne pas mettre cette campagne et juste d'avoir vos campagnes de search, de vidéo, de display en manuel. Et vous pourriez très bien faire une stratégie où vous le combinez avec l'approche précédente et où vous avez par exemple une campagne de marque qui diffuse sur l'intégralité des réseaux et une campagne hors marque qui diffuse uniquement sur du shopping. Ou même inversement, ça c'est à vous de voir en fonction de votre typologie de produit. Ça va nous permettre de gérer notre budget avec une segmentation shopping et hors shopping qui va être très claire. Et là encore, on voit le cas d'un annonceur où à partir du moment où ça a été mis en place, les conversions ont pu monter tout en ayant un coût par conversion qui baisse.
Ensuite, on va chercher vraiment à bien contrôler la diffusion sur les différents produits en créant des groupes de produits bien distincts par performance de produits. Donc, on va avoir nos best-sellers sur lesquels on va chercher à augmenter les dépenses assez régulièrement. Tant que le ROAS est OK, on va soit monter les budgets si vous êtes en max conversion ou max comp value, ou diminuer le target ROAS si vous êtes en target ROAS. On va avoir ce que j'appelle les seconds rôles, des produits à potentiel, où là, on va augmenter les dépenses, mais un petit peu moins régulièrement. Et surtout, l'idée, c'est dans ces produits-là, identifier, quand on monte les dépenses, ceux qui continuent de performer hyper bien pour éventuellement les faire passer dans nos best-sellers. On va avoir les figurants, c'est des produits en fait avec une faible diffusion. Typiquement, en shopping, vous avez des produits où vous aurez beau travailler vos titres et vos descriptions à fond. Le fait est que ce pas des produits qui sont très recherchés, donc ils ne vont pas forcément beaucoup diffuser. Donc là, ce sera à vous de voir. L'idée, c'est quand même de chercher à monter la diffusion, donc plutôt de baisser le target ROAS, mais ce sera ajusté en fonction des performances. Et enfin, vous aurez vos produits, vos worst sellers, où là, l'idée, c'est de diminuer les dépenses jusqu'à que vous atteigniez un ROAS qui est OK, voire même jusqu'à potentiellement couper les produits de votre campagne. Maintenant, qu'est-ce que ça implique tout ça pour le métier de SEA, sachant que l'idée, c'est de se dire qu'on va toujours vers plus d'automatisation. Donc, dans un premier temps, les prédictions à court, moyen terme, ça va être déjà de se dire qu'en search, le ciblage large risque d'être le seul et unique ciblage qui va exister. La semaine dernière, il y a Google qui a annoncé les Broad Match Campaign Setting, c'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir juste avoir une campagne... vous allez pouvoir transformer toutes vos campagnes en campagnes broad, où tous vos mots-clés vont devenir en large, et le large sera censé contenir l'exact et le phrase à l'intérieur. Et ça, c'est juste à moyen terme, parce qu'à un peu plus long terme, on risque d'avoir tout simplement en fait, la fin des mots-clés. Le ciblage par mots-clés, ce sera fini pour Google, et les campagnes monocanales risquent de finir aussi. On ne pourra plus faire de campagnes de search uniquement. On aura la possibilité de générer les messages et les créas directement dans Google Ads. Pareil, ils ont fait des annonces cette semaine qui vont dans ce sens-là, où ils ont leur propre IA qui vous permet de mettre votre produit et ensuite, avec le bon prompt, de décider de comment vendre, packager votre produit. On n'aura plus du tout de contrôle sur le ciblage. Globalement, nous, on va juste renseigner ce qu'on pense être nos audiences, mais Google pourra aller chercher n'importe qui dans ces audiences-là, enfin hors de ces audiences-là. On aura les seules possibilités qu'on pourra faire à l'optimisation, ce sera sur les inputs, les créas, les produits, les audiences. On aura très peu d'insights et comme je le disais tout à l'heure, en fait, il n'y a pas d'intérêt à Google de nous donner beaucoup d'insights puisque si on ne peut pas optimiser les campagnes, il n'y a pas... Pourquoi connaître son CPC quand on ne peut rien faire pour le diminuer en fait. Donc l'important, ce sera de bien travailler nos inputs. Donc déjà, comme nos audiences, vraiment chercher à savoir quelles audiences cibler. Nos produits pour les e-commerçants. Et surtout les signaux d'audience, les signaux de conversion et de tracking, c'est ce que je vous disais. Dans l'idéal, d'avoir un signal d'audience, un signal de conversion par typologie d'audience et d'avoir un tracking vraiment hyper précis, notamment en renseignant un maximum de micro-conversions pour que Google comprenne justement à la fois le funnel hors site, mais aussi sur votre site. Est-ce qu'un utilisateur regarde beaucoup de pages avant de finir par convertir? Est-ce qu'il réalise beaucoup d'ajouts au panier? Est-ce qu'il va souscrire à la newsletter? Et ainsi de suite. De cette façon-là, il sera mieux aiguillé pour pouvoir convertir les prospects en clients ultimement. Et ensuite, des inputs business en travaillant vraiment nos assets créatifs et nos landing pages qui seront là où on aura de la main. Et sur quoi Google ira certainement chercher aussi beaucoup de contenu pour se guider dans l'optimisation des campagnes. Maintenant, tout ça, si on regarde tout ça, au final, on peut se dire qu'on revient à un marketing assez aux fondamentaux du marketing. C'est-à-dire qu'en fait, bien renseigner ses audiences, ça veut dire connaître ses clients.
En tant que responsable ou annonceur ou consultant SEA, on a souvent eu tendance peut-être à être un peu beaucoup la tête dans la plateforme et plus à trop prendre en compte les fondamentaux marketing. C'est-à-dire qu'on se focalisait sur la recherche de mots-clés, sur travailler sur l'optimisation des campagnes et les analytics, ce qui est très bien, mais qui désormais sera plus suffisant. Donc il va vraiment falloir faire un travail beaucoup plus poussé de savoir à qui on vend et pourquoi on le fait. Donc il va aussi falloir maîtriser son offre, à la fois bien connaître ses produits, savoir lesquels se vendent moins, peut-être créer des bundles en fonction de ça. Donc en fait avoir un rôle beaucoup plus proactif sur l'offre. Savoir comment on touche sa cible avec les signaux de conversion. Et ensuite, sur les assets business, alors c'était déjà un peu le cas, a priori, on était déjà impliqué sur ce process-là, mais vraiment savoir adresser le bon message à la bonne audience et avoir une proposition de valeur unique. Voilà. J'ai mis des questions, mais en fait, d'abord, c'est moi qui vous pose une question, la fameuse question Mug. Donc, est-ce que, vu que Performance Max a été transformé des campagnes Smart Shopping, est-ce que vous seriez capable de me citer l'ancêtre de Google Shopping? Le premier nom que Google Shopping avait, en fait. Non, vraiment, Google Shopping, il y avait un emplacement shopping sur lequel on ne diffusait pas de publicité. Ça date d'avant 2012. Non, il y a de l'idée. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en avant sur Google Shopping? Ouais. Et comment tu arrives au product pour un client? En gros, shopping, c'est quel réseau de... Quel réseau de Google? Je te suggère de poser une autre question. Ouais, alors j'en ai pas préparé spécialement d'autres. C'était Google Search Product, en fait. Ah ouais? Ah, j'ai pas entendu. Ok. Moi, ça me va. S'il veut se dénoncer, il a gagné un mug. Bien, alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Tout d'abord, merci pour la présentation, super intéressant. Tu as conclu en parlant des signaux de conversion et du fait d'ajouter un maximum de micro-conversions dans Google Ads, du coup. Et tu as impliqué quelque chose, j'aimerais savoir si c'est vraiment ce que tu penses. Est-ce que tu penses que générer un maximum de micro-conversions permet de donner les signaux à Google d'aller trouver quelle conversion sera la plus importante, ou est-ce qu'on doit passer par d'autres systèmes, par exemple de valeurs de conversion ou autre chose? Encore comme souvent, ça va dépendre de la typologie de compte. Mais ce que je remarque, c'est que souvent, les micro-conversions, c'est quand même quelque chose d'utile pour aiguiller l'algorithme. Typiquement, j'ai le cas d'un annonceur qui avait une conversion pas du tout propre, mais qui avait plein de micro-conversions à côté de ça. Et en gros, j'ai changé sa conversion finale. L'algo est devenu assez catastrophique et en fait, en remettant les micro-conversions en principal, ça a permis tout de suite d'améliorer vachement ces résultats avant de revenir sur une conversion plus classique. Donc en fait, je pense que si tu as suffisamment de quoi alimenter l'algo, c'est toujours intéressant, surtout que si tu les mets en secondaire, tu risques pas grand-chose. Ok. Du coup, j'avais une deuxième question. Tu parlais aussi d'augmenter les budgets tous les 15 jours à un moment donné sur les... En fait, plus qu'augmenter les budgets, peut-être ça va dépendre, mais si tu es au Target OS, adapter ton Target OS à tes produits. Maintenant, encore une fois, c'est si tu es dans une logique d'aller chercher plus de volume, si tu es content des volumes que tu as, OS que tu as, peut-être que vaut mieux garder ce statu quo. Ça, si on prend le cas où le budget qui est disponible, qui est donné par le client, n'est pas encore atteint, de combien est-ce que tu estimerais
qu'on doit pouvoir augmenter les budgets sur les campagnes et sur les conversions qui fonctionnent le mieux. Si on prend comme période tous les 15 jours, de combien de pourcents est-ce que tu estimes qu'on peut aller au maximum sans trop perturber l'algorithme? Pour le budget, on estime qu'il ne faut pas bouger au-delà de 20%. Et par contre, si c'est plutôt ta target ROAS ou CPA, mais bon, ça sert en shopping, ce sera plus 10-15% a priori. Merci. Toujours sur les micro-conversions, pour être sûr d'avoir bien compris, par exemple sur l'ajout au panier ou des vues des produits stratégiques, tu les mets en conversion secondaire au niveau du compte, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, le fait qu'elles soient en secondaire, Google ne va pas optimiser ta campagne sur ça, mais va les prendre en compte pour mieux savoir quel est le déroulé du parcours client. Et du coup, mieux cibler tes clients et s'apercevoir que peut-être qu'une page vue, ça n'a pas forcément beaucoup de valeur, alors qu'un ajout au panier, il va se dire, OK, bon, si le mec ajoute au panier, il finit par convertir. Donc, ultimement, j'ai intérêt à pousser à fond sur les gens capables d'ajouter au panier, ce genre de choses. Une autre question rapide. Nous, on sépare le PMax Shopping et Hors Shopping. Ouais. Mais du coup, est-ce que, ça a l'air de bien fonctionner, mais est-ce qu'on ne perd pas quand même la notion de multitouche dans ce cas-là ou pas? Oui, c'est ce que je disais. De toutes les façons, je pense qu'on peut le faire actuellement, mais ce ne sera pas forcément le cas d'ici 2 ans, par exemple. Oui, potentiellement, on la perd. Maintenant, c'est pour ça que je pense que je vais revenir sur. C'est important de mettre en place les scripts et de voir les tableaux pour connaître les performances de nos campagnes. Et l'idée, c'est pas de regarder. Contrairement à avant, on allait regarder les performances par campagne et décider de couper ou pas une campagne, mais peut-être de regarder l'addition de nos 2 campagnes. Est-ce que ça vaut mieux qu'une PMax? Et l'idée, c'est aussi d'essayer de le faire en l'ayant testé. Peut-être d'avoir d'abord une PMax qui regroupe tout et ensuite d'avoir une segmentation ou l'inverse. Mais être sûr que nos résultats au global sont meilleurs. Ok, merci. Bien, une dernière question? Oui. Alors, ça sera la dernière. Bonjour. Du coup, comment on met en négatif les mots-clés, enfin, si on peut, dans PMax, et est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça fonctionne? Parce que tout à l'heure, tu disais qu'on peut mettre des campagnes avec le target ROAS et tout ça. Donc ça a l'air un peu plus complexe qu'avant. Alors déjà, Google a annoncé qu'on allait bientôt pouvoir le faire nous-mêmes, de pouvoir exclure sa marque directement. Ce n'est pas encore le cas sur la majorité des comptes, il me semble. Mais si vous avez un account manager, vous pouvez lui demander de le faire. Vous pouvez créer une liste d'exclusion au niveau du compte et demander à votre account manager de l'appliquer sur votre campagne PMax. Et donc comme ça, vous aurez votre campagne avec exclusion de mots-clés. Bien, merci beaucoup. Donc, si vous avez d'autres questions pour Jonas, maintenant c'est la pause, donc n'hésitez pas à les poser. On vous libère. Alors, je vous préviens, la pause risque d'être plus courte que prévu parce qu'on est en retard. Donc, on risque de reprendre vers 11h10, 11h15 les conférences. Donc, si vous avez prévu d'aller dans une autre salle ou voilà. Donc, tenez-en compte. Merci beaucoup.